Bon, nous allons clore cette journée, une journée que nous avons souhaité une journée de réflexion, un moment pour repenser le monde. C'est vrai que les conversations que nous avons pu écouter, les conversations qui ont été gérées par les membres de notre jury et quelque part aussi les finalistes. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, nous n'avions jamais invité nos finalistes. Et c'est vrai que c'est une émotion de les avoir avec nous pour connaître les gagnants de ce prix ou à qui nous allons octroyer ces prix. Donc, je vais vous les présenter. Nous avons décidé d'en créer deux pour quelque part fêter ces créateurs qui quelque part gardent en vie la réalité des Camus. Donc, nous allons donc octroyer le 4e prix qui reconnaît la trajectoire d'une personnalité qui continue, qui donne de vie à ce bagage camusien, ainsi que le 3e prix Ancipian, et qui partage bien évidemment les valeurs de justice, de liberté et donc d'être le porte-parole. En 2020, alors on a mis en place on a mis en question donc un nouveau projet pour des journalistes. Il s'agit d'un prix qui est centré sur la création et la recherche journalistique dans le sens le plus camusien du terme. Alors au moment où le journalisme n'est pas au service de ceux qui font l'histoire, mais qui peut-être donnent plus la parole à ceux qui souffrent. Étant conscient que face à l'immédiateté d'aujourd'hui, il y a d'autres histoires qui ne reçoivent pas l'attention que l'on mérite, car ce dont ils ont besoin, c'est du temps. Ce prix montre notamment ou donne notamment le temps pour pouvoir réaliser un projet, pour apporter de la lumière sur une réalité méconnue. Alors, les projets 2024, c'est des journalistes qui ont été nommés par ce que nous appelons les satellites de la région méditerranéenne, c'est-à-dire des experts et des connaisseurs de journalistes, de journalisme d'investigation dans ces pays. Derrière les projets candidats, il y a eu 22 journalistes, donc incipients, et tous ces journalistes de voix intimes, émus, empathiques, qui parlent des oubliés, qui parlent de tous ceux qui ont été écartés des cartes et qui apportent un changement qui soit juste avec les vies des victimes de la non-raison. Cet prix est coordonné par Mariana Fernando et Agnès, auxquels je tiens à remercier de leur travail réalisé tout au long de ce dernier mois. Alors, avec ces 22 projets, nous avons eu un jury et je crois que leurs voix, vous les avez pu les écouter tout au long de cette journée. Cette année, c'est Carla Fibla, Monica Yerba et Tania Djuka qui ont constitué ce jury. Je tiens à les remercier d'avoir été le jury pour ce 3e prix Ancipian. Albert Camus Incipient. Alors, d'une manière honnête et avec parmi les 22 projets, ils en ont choisi 3 finalistes, 3 qui sont avec nous. Alors, nous allons vous montrer une vidéo d'abord et ensuite nous allons leur donner la parole.
Donc, je passe la parole à Tiwa Barbosa, donc à Mohamed Azbar, à Sarah Younes. On leur a demandé de nous présenter ces 3 projets qui ont été sélectionnés en tant que projets finalistes. Soyez les bienvenus. Bonjour. In alignment to Albert Camus' investigative approach, En ligne avec l'approche d'Albert Camus, je repense le monde en regardant la vie et les périmètres où les vies de personnes ont lieu, où le langage existe à partir de gestes de la destruction à grande échelle. Alors tout cela nous amène à une réflexion et nous rappelle que tout est destiné à l'oubli si nous ne préservons pas et si nous ne recueillons pas la recherche. Donc, écrit pour permettre. C'est une recherche visuelle pour voir ce qui s'est passé dans le mur de la Libye. On voit des commentaires qui parlent d'histoire et qui nous servent de témoins de ce que nous ne pouvons pas déclarer à échelle publique, mais qui est dans les langues des personnes, c'est-à-dire dans la langue du peuple. Nombreuses de ces déclarations, de ces phrases nous parlent de la conscience face à la normalisation de la violence que nous vivons dans les guerres menées par l'Occident. On a des réalités dystopiques et nous avons aussi les réalités des champs de bataille. Je crois que commencer les dialogues à partir du langage et surtout à partir de ce que l'on peut voir, mais pas raconter, tous ces dialogues, ce sont des dialogues résilients qui nous poussent à continuer à écrire et qu'il faut continuer de l'avant, de même que nos ancêtres ont pu le faire à d'autres moments et qui ont laissé des pierres partout dans les Sahel. Alors, je manifeste, c'est une installation multimédia, car un seul média n'est pas suffisant. J'ai une archive photographique que j'ai pu capturer depuis l'année 2019 et que j'ai repris ligne à ligne avec plus de 200 images, des tags, graffitis. Et c'est la matière de base, la manière que je peux recueillir. On a aussi une cartographie à 3 dimensions qui nous donne une simulation numérique et qui nous permet de donner forme à ces projets visuels, à cette exposition. Vous voyez la traduction des sous-titres. Très malheureusement, nous n'arrivons pas à le lire. Mais si nous passons de ce qui est, ou nous sautons de ce qui est le projet au texte écrit, les troubles totalitaires, les trésors de Tripoli. On a un exemple, on a cette façade qui est belle, mais c'est vrai que c'est uniquement les idiots qui oublient les pensées. On a tous ces drapeaux noirs que les milices nous ont laissés. On a des gens qui sont en prison, on a la terreur qui ne connaît pas de limites et on a la terreur qui nous vient de tout ce sommet. On entend de dire que c'est la sagesse qui va nous sauver, mais on sent sur nos têtes tous ces dégâts. Et on a ce discours qui
s'accompagnent des bombes qui détruisent nos villes et qui nous amènent vers la méfiance. Qu'est-ce que je pourrais dire à ma grand-mère demain? Quelle est la différence entre préserver et s'isoler? Pour notre protestation en masse, cette protestation devient un cimetière en masse, un cimetière massif. Et tout cela nous amène à des guerres civiles. Ce sont des guerres juste pour l'obtention du pouvoir. On est privé de notre connaissance historique dans ces laboratoires mondiaux, dans ces tutti-fruits africains. C'est la tombe, le cimetière de la Méditerranée. Alors, qu'est-ce que je dois dire ou qu'est-ce que je dois chanter à ma grand-mère demain quand les chansons seront décapées des rythmes et quand les personnes sont tuées dans les places publiques? Dans les périphéries, nous créons la vérité que l'on nous doit. On a été poussé de manière active et on a des armées d'amis et de mercenaires, amis qui ont été condamnés à être en mouvement continu, à ne pas s'arrêter. Nos mains, donc tachées d'encre pour les mettre sur les murs et nos corps, ce sont les objets oubliés qui montrent, qui apparaissent sur les restes de nos rues. Nous avons de villes non documentées. On est en train de produire des photogrammes où nous disparaissons dans des séquences des résolutions à faible résolution. Ce manque d'images est comme une hallucination très attendue au sein de cette horreur sociopolitique. Le mouvement est notre acte de résistance et la manière que nous avons de scruter l'écriture et l'arme que nous avons, qui est à notre portée quand nous ne sommes pas destinés à survivre. Hello, everyone. A lot of insightful conversation and very, very inspiring. Ces conversations qui nous inspirent énormément. So, all right. Okay. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Voilà, bonjour, monsieur, dame. Je suis Mohamed Mahdi et je raconte des histoires. Je raconte des récits visuels. Ma trajectoire m'a mené à être un artiste visuel qui raconte des histoires et qui a beaucoup travaillé sur la justice sociale, sur les changements environnementaux, les entités de personnes. Et j'essaye de trouver la signification et l'impact sur chaque projet. Et je crois que on est tous responsables par rapport rien qu'à nos enfants. La réponse pourrait être très simple. Je crois que un jour on va disparaître et quand on pense à nos enfants, si l'on peut apprendre quelque chose de cette vie, rien de matériel, car en partant nous nous amènerons absolument rien, mais on aura toujours pu transmettre, il y aura toujours quelque chose qu'on aura pu laisser à nos enfants, de même que ce projet. Un projet sur ma communauté, un projet sur mon voisinage et qui est Almax, c'est dans la ville d'Alexandrie. Et ce projet s'adresse à une communauté de pêcheurs. Ils vivent dans ce qui est la petite Venise, car ces images nous font penser à cette autre Venise.
on a les résidents, on leur avait dit que le village allait être détruit sans aucune explication. Et les voisins se sont dit, il faut que l'on construise un projet, des beaux bâtiments, face donc à cette augmentation du niveau des eaux. Et quand la démolition a été annoncée, donc à partir de l'année 2016, j'ai commencé à documenter la beauté du quartier, la situation environnementale, et j'ai aussi pris note des sentiments et de la tension que la nouvelle provoquait dans le quartier. Quand tu as quelqu'un qui menace de reprendre ce qui t'appartient, ce qui appartient à ta manière de vivre. Très malheureusement, en 2020, avec la Covid, il y a eu la démolition du quartier et personne n'a pu arrêter cette démolition, même pas les photos. Alors, j'aurais voulu photographier absolument tout, mais à un moment donné, j'ai quelques questionné les photos qui sont des éléments subjectifs. Et si actuellement j'ai décidé de faire une photo, je prendrai donc un cadre choisi, alors que nous vivons dans un angle à 360 degrés. Et quand tu fais une photo, tu choisis un angle en laissant de côté d'autres. Et on a aussi le cadre de la photo et qui dépend de comment est-ce que nous avons grandi, qui dépend un peu de nos vécus, de nos valeurs, et ce qui rend tout cela très subjectif. Et la photo est aussi un élément subjectif. Donc, je me suis posé la question, j'ai mis en question cela, car nous, en tant que photographes, on a cette perspective individualiste ou égocentrique. Nous croyons que tout ce que nous faisons est très important et que ce que nous observons, c'est la réalité totale, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ainsi. Alors, moi, je me dis toujours à moi-même qu'une partie de mon travail consiste à penser comment nous, les êtres humains, nous percevons notre environnement. Comment est-ce que nous sentons, nous écoutons et comment nous utilisons nos sens. Et si je pouvais refléter tout cela dans mon travail allait devenir plus puissant, plus fort. J'ai aussi pensé que cela pourrait permettre aussi à la communauté de s'impliquer, car c'est leur histoire. Bien que c'est mon quartier, mais ce quartier-là leur appartient aussi à eux. Donc, j'ai commencé à les écouter. Et une des personnes qui vivait dans ce quartier de pêcheurs m'a dit, nous recevions des bouteilles avec des messages à l'intérieur, avec les derniers mots ou les dernières volontés de quelqu'un. Donc, en 2020, j'ai commencé à lancer l'idée que si c'est ta dernière lettre, et il faut que tu la mettes dans une bouteille, qu'est-ce que tu dirais? Et on a recueilli tout cela. Et c'était quelqu'un a écrit une lettre à sa fille, quelqu'un c'était à son fils, quelqu'un d'autre c'était une lettre à la mère ou à une belle femme. Et quelqu'un d'autre a expliqué ce qu'il faisait tous les matins, etc., etc. Toutes ces lettres, en fait, je les ai lues et m'ont apporté une nouvelle approche. Et une fois de plus, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule perspective, que cette perspective individuelle ne pouvait pas prendre en charge toute l'histoire dans sa totalité. Autour de moi, il y a différentes consciences et tout cela a créé un récit collectif, une mémoire collective qui est encore plus importante de ce que je faisais à titre individuel. C'est ainsi que je suis revenue à photo. J'ai pris des photos des gens qui avaient écrit toutes ces lettres et je leur ai demandé comment est-ce qu'elles se sentaient, comment est-ce qu'elles se voyaient représentées. Je voulais que ce soit eux qui choisissent et dans l'idée que nous sommes capables de tout faire. Et le projet a vécu un tournant à partir de 2020. Même la famille a commencé à se sentir responsable. Il y avait des familles qui ont commencé à chercher dans leurs propres archives
Et à la fin, j'ai pu recueillir beaucoup d'images. J'ai cette archive que j'ai retrouvée en 2022. Alors, j'ai trouvé beaucoup de photos des familles. Et tout ceci m'a montré que le présent n'est qu'un écho du passé. J'ai énormément d'images de la sorte. Et ces images sont magiques. Parmi les archives, j'ai trouvé des lettres. Il y a beaucoup de lettres qui viennent un peu de partout. On a aussi ces dessins qui font partie de l'identité et que l'on a trouvé dans des cahiers, dans des livres. On a trouvé des anciennes cartes. Et encore une autre chose qui était assez émotive et qu'un des pêcheurs m'a fait une carte d'identité en tant que pêcheur. Je devenais pêcheur officiel et cela m'a énormément ému car quand tu t'impliques dans un projet, quand tu es submergé, quand tu es impliqué, alors tu ne sais pas où tu vas aller. Et j'ai réussi à vivre avec les pêcheurs, j'ai réussi à vivre tout près de ce qu'ils faisaient. Et on a créé un site web qui permet d'explorer les matériaux. Mais une fois de plus, je me pose la question sur l'impact que tout cela peut provoquer. Sur le site web, il y a une option qui te permet d'envoyer une lettre à toutes ces personnes. J'étais surpris car le projet a eu une récompense l'année dernière. L'année dernière, nous avons reçu énormément de lettres dans toutes les langues avec des dessins et tu avais des personnes qui parlaient à l'appartenance de l'identité. Il y en avait certaines qui parlaient d'expériences assez semblables dans leur pays. Et c'est vrai que de tout ce que vous voyez, ce n'est qu'un échantillon. C'est très intéressant de recevoir ces lettres. Ce projet m'a permis de comprendre que quand on ne souhaite pas contrôler le récit, quand on laisse, on donne une certaine liberté à ce récit et quand nous savons que cela nous entoure sous différentes formes et avec d'autres paroles, quand tu donnes le pouvoir à la communauté de saisir de sa propre réalité, tu lui donnes la possibilité de s'exprimer, tu vois qu'il y a des discours différents, des supports différents et à la fin, tout cela construit une mémoire collective. Le projet est toujours en cours. Nous savons pas je ne sais pas où est-ce qu'il va nous amener, mais on continue à travailler la complexité entre la démolition et ces personnes et leurs émotions et la conscience en essayant de construire ce mémoire collectif à partir des traumatismes que tout cela a pu provoquer. Et pour les générations actuelles et pour les générations à venir. Sur le projet, c'est la situation dans laquelle il se trouve actuellement et merci beaucoup de m'avoir écouté. Hello everyone, my name is Sarah Yunus. I am a visual storyteller from Bien, bonjour à vous tous. And today I want to tell you about my project at a Peter Pan moment. Bonsoir, je voudrais vous parler It's a project about à présent de mon projet qui est un projet from
qui nous parle de ma communauté à Alexandrie. Danny is a Lebanese boy who immigrated to Alexandria with his family. Dema est un jeune du Liban qui a émigré à Alexandrie avec sa famille. Et dans cette nouvelle ville, il a commencé à réaliser le parcours. Cette activité lui permet de surmonter ses propres difficultés. Pour Danny et d'autres collègues de la communauté des parcours, les mouvements de leur corps dans un espace public est une formule de résistance. La nationalité pour moi est comme une comète. Il est important pour ceux qui ne peuvent pas voler, qui ne peuvent pas comprendre le monde, mais je crois que tout le monde a un livre spécial, un passeport qui lui indique d'où ils proviennent. Ils ont des traits de chansons qu'ils aiment et cette comète vole très haut dans le ciel tandis que nous sommes dans la rue parfois. Des gaz lacrymogènes s'approchent de nous et on est apeuré. Mais il faut sans doute permettre que la comète vole et il faut lâcher de la ficelle, mais dans une juste mesure, parce que la vie est pleine d'éléments confus, même si cela nous fait peur. Et quand effectivement j'étais petit, à l'âge de 12 ans, j'ai essayé de voler. J'ai volé d'un pays à l'autre. Mon père est mort et je suis resté tout seul dans la rue, uniquement avec ma mère et ma sœur. Et j'ai dû travailler pour l'argent. Et l'argent est un morceau de papier que les humains considèrent important dans leur vie et qui peut même déterminer d'aller à l'école ou ne pas aller. Et il y a des personnes qui n'ont pas cette source de revenus. Sans doute, j'ai dû travailler. Ça a été très dur jusqu'au moment où j'ai compris que je pouvais voler. With their bodies, they broke the rules of the city, and that inspires me to overcome the barriers. Ils ont brisé les règles. Et cela m'a permis d'élaborer des formules graphiques en mélangeant des dessins, des collages, des photos et des réalités augmentées pour qu'avec des filtres d'Instagram, je puisse donner vie à tous ces éléments. L'objectif de mon projet est de créer un livre pour enfants qui soit aussi pour les adultes, pour créer une lecture dynamique de manière à pouvoir scanner des codes, écouter la voix de Danny et puisse interagir et voir les différents filtres. Et au sein de cette histoire, que ce jeune qui peut voler nous raconte à travers les frontières tel un immigrant et il rêve dans un pays, un espace où il pourrait être libre, même si ce n'est pour quelques instants. Merci beaucoup. Bien, je vais alors maintenant appeler le jury à Monica, Carla et Tania de venir m'accompagner, je vous en prie.
Bien, nous souhaitons remercier les 3 finalistes. Ça a été un plaisir et un honneur que de pouvoir débattre leurs travaux. Cela a été véritablement beaucoup de travail, ça n'a été nullement facile. Nous n'avons pas pris une décision à la légère. Nous avons tenu compte de tous les tournants. Et le 3e prix méditerranéen Albert Camus Incipiens cherche à être une plateforme pour la diffusion de projets incipients qui partagent ces valeurs d'Albert Camus, de donner voix à ceux qui n'ont pas de voix. C'est pourquoi dans la 3e édition, le jury composé par Carla, Monica et Tania réunis a décidé d'octroyer ce lauréat 24 à Mohamed Mahdi. Et son projet, donc, qui s'appelle Here the Doors Don't Know Me. Et nous observons un profond engagement avec la communauté, une approche à travers différents langages visuels, différentes façons de raconter une histoire. Et nous sommes également enchantés de la manière dans laquelle il a fait des recherches dans les archives nationales, les postales qui permettent de jeter un coup d'œil intime dans son quartier. Cela fait plus de 8 ans qu'il est engagé dans ce projet et il a démontré une grande générosité en partageant des opportunités avec des collègues égyptiens dans tous ces projets. Le projet de Mahdi vient à souligner l'illusion des petites communautés, l'identification et la perte de territoire. Ce prix et lauréat va permettre d'approfondir sur la relation entre la mémoire collective, l'identité culturelle et déplacement. Il raconte les histoires que rarefois sont mentionnées dans les médias européens, des communautés au bord de la disparition. Les conversations à distance de ce jury ont été passionnées et ont continué aussi dans cette île. Les travaux de la finaliste Sarah Jones est tout simplement magique. Intervient dans les photographies avec des dessins afin que cela puisse donner lieu à un livre original. En partant d'une histoire des réfugiés méditerranéens de Liban à Alexandrie, elle fait une interprétation depuis une perspective personnelle qui permet de partager son monde spécial. La finaliste Ewa Barnosa nous a donné également une approche très intellectuelle et expérimentale pour raconter une histoire difficile à transmettre dans des formats formels. Cette recherche et ses possibilités au sein de ses propres langages tels que la réalité virtuelle ou augmentée. Son histoire, située en Libye, essaye de résoudre le conflit qu'a l'Europe sur cette zone-là. Et à partir de graffitis politiques qui occupent un espace public, elle envisage une réinterprétation artistique dans laquelle elle reprend l'écho de l'impossibilité d'un discours en marge de la censure. Et nous souhaitons une fois de plus remercier à tous les finalistes et féliciter Mohamed Mahdi pour les futurs projets. Bien, je voulais tout simplement ajouter quelques mots. Nous avons beaucoup, mais beaucoup souffert. Vous êtes 3 vainqueurs de ce projet. Les 3 projets sont magnifiques. On a été malheureusement obligés à prendre une décision, mais c'est merveilleux ce que vous faites et j'espère que vous allez continuer à le faire. Nous avons besoin de ce travail. Et je t'aime beaucoup, je vous aime beaucoup et bravo aux 3. Qué emoción, ¿no? Esto de hacer como de los Oscars emociona mucho, ¿eh?
Bien, une autre cérémonie à présent. Bon, merci beaucoup une fois de plus et à Magdi aussi. À présent, nous allons aborder notre 4e prix méditerranéen Albert Camus, un prix qui est octroyé tous les 2 ans. On est en année paire entre les trobades, même si aujourd'hui nous avons conçu de nouvelles trobades, n'est-ce pas, pour rendre un témoignage de parcours d'une personne dont l'œuvre dévoile les défis contemporains en reconnaissant un penseur contemporain, témoin et artiste de son temps tel que Albert Camus. C'est pourquoi ce prix va distinguer une personne de prestige, quels que ce soit ses mouvements artistiques, par l'ensemble de sa trajectoire. En 2018, le premier prix méditerranéen Albert Camus avait été donné à l'artiste Camus, et en 2020 au penseur Edgar Morin, et en 2022 à l'écrivain Mathias Hénard, le premier étant Mona Hatoum. Eh bien, ce prix est un prix unique qui est octroyé à une seule personne dont l'ouvrage peut être développé dans les différentes disciplines arts plastiques, arts visuels, musique, littérature, journalisme ou pensée. Cette année-ci, notre jury a été présidé par Albert Goma et formé également par Miquel Molina, José María Ponte et Anne Proutot. Et aux 5, un applaudissement, je vous en prie, pour leur travail. Ils ont dû choisir à un lauréat, homme ou femme, parmi les différents finalistes que nous allons voir dans cette vidéo, et ensuite nous allons continuer. Bien, je demande que les 6 reviennent ici, s'il vous plaît, pour ensuite donner lieu à la lecture de qui va être le lauréat de cette année-ci. La introducción de Sandra y el vídeo han sido tan elocuentes que voy a limitarme a leer el acta. Acta del jurado del 4º Premi Mediterrani Albert Camus, en Menorca, a 3 de mayo de 2024. Reunido el jurado del 4º Premi Mediterrani Albert Camus, compuesto por Javier Gomá, que actúa como presidente del mismo, y por Gone Foll, Miquel Molina, José Luis Pérez et José Luis Pont et Anne Proutot a décidé par unanimité de nommer Alfredo Jarre. Bravo, bravo, bravo.
Con esta motivación, con Et- la siguiente et- motivación. Un artista universal. C'est un artiste universel qui transcende les territoires et les cultures, un créateur qui, à travers son œuvre, en résonance constante avec les soubresauts du monde, ouvre à des futurs possibles, toujours dans le respect de l'autre, dans un engagement au service de la justice sociale. Son œuvre poétique interpelle tous les publics, suscite le dialogue et apporte des clés de compréhension du monde. À l'instar de Camus, l'art n'est pas pour Alfredo Jarre une réjouissance solitaire, mais bien un moyen pour émouvoir le plus grand nombre de personnes. Il est aussi remarquable par la fidélité à sa vocation d'artiste, à ses convictions, pour ainsi dire, comme disait Camus, à son métier d'homme. Merci beaucoup, Alfredo Jarre. C'est Catherine. Catherine Camus qui va vous remettre alors le lauréat, je vous prie. Vraiment, je n'y crois pas. Ça a été une journée fascinante, impressionnante. Et je souhaiterais d'abord remercier les 5 lauréats ou candidats qui m'ont sans doute beaucoup aidé. Excusez-moi. Qui m'ont éclairé, qui m'ont ému. Et même Sylvia m'a fait pleurer avant. Donc, je remercie tout le monde. Ce prix vous appartient aussi. Et aussi, je tiens à remercier Sandra de l'invitation et aussi à l'opinion du jury et aussi d'être encore présent après plus de 6 heures de séance. Et aussi vous dire que dans ces temps obscurs, j'ai toujours pensé que l'espace de la culture dans l'art, c'est le dernier espace de liberté qui nous reste. Et malheureusement, tristement, cet espace de liberté est menacé aujourd'hui par la censure. Et je crois que les artistes, nous ne devons pas être intimidés et que nous devons insister et faire écouter notre voix. Malgré tout, pour moi, la culture, c'est le capital le plus important que possède une société. Et d'ailleurs, j'ai effectivement un message qui dit culture égale capital. Ce ne sont pas les banques, ni les sciences, ni les gouvernements. C'est bien la culture. La culture, c'est le capital le plus important que possèdent les êtres humains. Et ce capital est précieux et qui aujourd'hui exige notre défense. Merci beaucoup. Bueno, pues, Bien. muchísimas Eh gracias bien, de nuevo mille merci une a fois de todos. plus à vous tous. Felicidades de Bravo nuevo también, une como fois lo ha dicho de Alfredo, plus a todos los à finalistas tous de les verdad. finalistes Yo también de vrai, je crois sans doute, et ceci a été dit par les jurys à maintes reprises, ambos premios, les 2 son prix comme para tels todos. sont bien pour tous. Ya lo hemos visto, Nous l'avons nos han déjà vu, iluminado cada ils nous uno ont a su éclairés, manera, chacun ¿no? a lo d'entre largo eux de- à leur façon, de esta jornada. tout au long de cette journée. Yo solo quiero Maintenant, también je souhaite agradecer aussi a tout simplement nuestros remercier traductores. nos interprètes. Un gran aplauso, Un por grand favor, applaudissement, s'il vous plaît. a
a à Francis Merino, à Susana, à Belén, à Frédéric, à Francesca, Christina et Malek qui ont travaillé pendant toute cette longue journée qui ne se termine pas ici à Saint-Louis dans cette maison qui nous appartient et qui nous accueille et que demain nous allons continuer à Trabuco. Nous avons décidé d'innover avec un espace sans doute d'histoire pour que les mots aient un nouveau écho dans notre corps comme la voix de Sylvia l'a fait ce soir. Et demain, on se retrouvera à midi avec Mama Fiera et puis ensuite avec Caméléon qui va nous les laisser leurs 2 performances et les conclusions de cette édition. Merci beaucoup à vous tous.